Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau débrief aujourd'hui. Parlons de ce Marseille-Nantes, c'est rare de voir le FC Nantes en prime time comme ça sur DAZN 21h, tout le monde est devant sa télé pour voir le spectacle proposé par Antoine Kombouaré. Et il a osé, le coach Kanak, bloc haut au Vélodrome, on va chercher les 4 premiers relanceurs marseillais. Nantes est allé faire un pressing de fou furieux. Et Nantes s'est donc incliné 2-0 puisque Nantes n'est pas habitué à faire ça. Alors c'est bien parce qu'on a proposé des choses, ça change. Je pense que pour les adversaires c'est impossible de prédire ce que va faire Antoine Kombouaré parce que même nous qui suivons l'actualité du club, impossible de deviner quasiment une composition avant de l'avoir sous les yeux, et c'est encore plus impossible de deviner une animation offensive nantaise parce que ça change à tous les matchs. Donc là où on s'attendait à avoir des préceptes de la victoire face à Lens la semaine dernière, être réaligné face à l'OM, et bien pas du tout finalement. On retrouve des positions de joueurs surprenantes, donc visiblement les semaines sont longues au FC Nantes parce qu'on a le temps toutes les semaines de retravailler un nouveau schéma, on a le temps toutes les semaines de retravailler une nouvelle animation, de lancer des nouveaux joueurs. Voilà, tout va bien. À la limite, ça apporte un peu de fraîcheur à mes yeux. Je pense que tout ça, c'est aussi l'œuvre de Ahmed Kantari, qui est le nouvel adjoint de Antoine Kombouaré, parce qu'il faut le dire, depuis début 2025 et donc depuis l'arrivée dans le staff de Ahmed Kantari, on voit par moments des phases un petit peu plus moderne et ça m'étonnerait que ça vienne uniquement de l'esprit d'Antoine Kombouaré. Je pense que autour de lui, ça lui conseille certaines choses. Donc voilà, score final du coup 2-0 pour l'OM face à un Nantes qui aura tenté, Nantes qui aura eu des occasions notamment en première mi-temps et Nantes qui aura fini par s'incliner dans les ultimes minutes. Alors, première surprise déjà, comme je le disais, la composition d'équipe. Première surprise, celui que j'avais élu homme du match la semaine dernière face à Lens, à savoir Douglas Augusto, en numéro 6 qui avait été très bon, sur le banc. Alors j'ai été quand même vachement surpris parce que des 3 milieux de terrain, je pense que c'est celui que je m'attendais le plus à voir titulaire. Quand je parle des 3 milieux de terrain, c'est Le Penant, Chirivella et lui. Douglas Augusto, on le sait, joueur très agressif qui va au duel. Je me suis dit qu'on avait quand même besoin de ça. Au Vélodrome, il y a une certaine pression. En face, Højbjerg, c'est aussi plutôt un chien de la casse. Il va sur les duels sans compter et puis c'est un peu lui la pièce tournante du jeu de Roberto De Zerbi. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de mettre un Douglas Augusto pour mettre des coups en numéro 6, surtout qu'il sort d'un match vraiment très bon face à Lens. Et donc il prend place sur le banc, donc ça c'est une première surprise. Une autre qui était un petit peu plus attendue, Mostafa Mohamed, qui était plutôt bon face à Lens, il prend place sur le banc, mais là on s'y attendait parce qu'on se doutait que Kombouaré voulait donner de la vitesse à son attaque, et donc Simon Ablin, comme face à Monaco, titulaire à la pointe de l'attaque nantais, donc un système en 5-3-2. Et dernière surprise, pas de Amiens, c'est Louis Leroux qui prend place en position de piston gauche, comme ça avait été le cas face à Lyon quand il était entré en jeu. Louis Leroux qui sort quand même d'une super première titularisation avec Nantes face à Lens, avec un match super, il marque son premier but à la Beaujoire, c'était la fête, j'étais au stade, c'était exceptionnel, et donc il est de nouveau aligné. Alors on s'est peut-être tous posé la question, est-ce un cadeau pour un jeune de 19 ans, deuxième titularisation en Ligue 1, tu l'envoies au Vélodrome, c'est quand même particulier. Eh bien, force est de constater que je crois qu'on tient réellement un crack, et j'ai pas peur des mots. Je dis souvent que pour moi les jeunes joueurs les plus prometteurs sont ceux qui ont de l'audace, qui ont du courage, qui ont un mental. Louis Leroux, peur de rien, pas peur du Vélodrome, double contact, il a semé la zizanie dans la surface marseillaise à plusieurs moments, donc ce qui fait que ce côté gauche new look du FC Nantes, avec un Palois qui allait chercher vachement haut les attaquants marseillais, avec Louis Leroux en piston, avec Moses Simon, eh bien c'était plutôt emballant puisque la plupart des actions nantaises sont venues de ce couloir gauche, contrairement au couloir droit qui était complètement endormi. Je sais pas si vous avez vu, mais Marcus Coco est aligné dans ce match. Je ne l'ai personnellement pas vu, donc d'ailleurs j'attends d'avoir des nouvelles pour vérifier qu'il était bel et bien titulaire, parce que voilà, c'est comme Castelletto, je ne les ai pas vus du match, contrairement du coup à ce couloir gauche nantais qui plutôt dynamique, plutôt rafraîchissant, parce qu'effectivement tu as de la jeunesse et ça permet aussi d'oxygéner un peu le groupe, comme je le dis souvent, et donc ça a apporté et ça a su faire mal aux Marseillais par moment. Donc voilà, au niveau de la composition d'équipe pour les surprises, et puis donc cette animation de voir Nantes aller chercher très haut les Marseillais dès l'entame du match, aller chercher le carré marseillais. Le carré marseillais, c'est les 4 premiers relanceurs du système de Roberto De Zerbi, avec Kondogbia, Balerdi, Højbjerg, Bennacer. Nantes est allé chercher ces joueurs-là vachement haut. Les 3 milieux de terrain sont montés en même temps que les 2 offensifs pour faire le pressing. Alors quand je dis les 2 offensifs, je comprends surtout Ablin, parce que je trouve que Simon,
C'est un joueur qui est plutôt nonchalant au pressing et ça se voit. D'ailleurs, Marseille a souvent réussi à se relancer du côté de Moses Simon parce qu'il ne montait soit pas assez, soit il était trop collé à la ligne et donc Marseille parvenait malgré tout à sortir de ce pressing de par son côté, puisque voilà, je trouve que dans les phases de pressing ça a été le moins bon. On le sait que c'est pas un joueur qui est très bon pour aller chercher haut les joueurs adverses. Contrairement à Le Penant, Chirivella, Coquelin qui vraiment en début de match, alors beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, de l'agressivité, quand tu défends en avançant c'est aussi plus simple mentalement, mais Nantes a récupéré vraiment pas mal de ballons dans le camp marseillais, qui est quand même symbole que le pressing fonctionne quand tu récupères les ballons, c'est la finalité de l'opération, même si il aurait fallu mieux jouer les coups offensifs derrière. Nantes a tout de même eu des situations, là j'ai en tête une action de Le Penant qui est renvoyée par Geronimo Rulli, et en parlant de Le Penant d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être le Nantais qui a eu le plus de situations chaudes à négocier dans les 30 derniers mètres marseillais, et que je trouve que c'est un joueur qui à l'approche de la surface manque parfois de lucidité. Là j'ai en tête un moment où il passe complètement sur le couloir droit, il a plus qu'à servir en retrait Chirivella qui est tout seul, qui est scellé, il est juste à côté de lui, et assez mécaniquement, on va dire comme un ordinateur qui est programmé, il fait une passe en retrait au point de pénalty alors qu'il y avait vraiment personne à part des Marseillais, alors qu'il avait juste à la mettre en retrait pour Pedro Chirivella. Et voilà, je trouve qu'il manque un peu de lucidité, peut-être pas forcément très bien oxygéné parce qu'on sait que c'est un joueur qui fait énormément de courses, donc dans la tête quand tu cours beaucoup et que tu arrives à la fin de ta course, c'est vrai que t'es pas forcément dans la meilleure situation mentale pour avoir la lucidité d'observer le jeu, de donner un bon ballon. Voilà, je trouve qu'il a un peu mordu la feuille, Johan Le Penant par moment. Là où Mathis Ablin s'est beaucoup débattu sur le front de l'attaque nantaise, mais je trouve a plutôt bien été gêné par Kondogbia notamment dans son jeu dos au but. Ablin n'a pas été aussi précieux que ça a pu l'être face à Lens ou même dans les autres matchs précédents, parce que Ablin en 2025 c'est quand même très très fort, et donc là il a été peut-être un petit peu plus en difficulté que les autres matchs, surtout que je me disais qu'avec l'absence de Cornelius et un Kondogbia qui comme face à Auxerre la semaine dernière ne respirait pas forcément la santé, c'était de ce côté-là, du côté de Mathis Ablin qu'il fallait jouer. Finalement ça n'a pas été lui, il n'a pas su être décisif côté nantais. Néanmoins du coup comme je l'ai dit, Nantes a eu des situations, Marseille a malgré tout eu les occasions les plus chaudes, parce que quand le bloc nantais est passé derrière il y a un boulevard, et quand un joueur comme Adrien Rabiot qui a su sortir du pressing de la défense nantaise, on voyait notamment Palois faire un pressing assez individuel sur Greenwood, Rabiot lui a su se démarquer dans l'entrejeu avec toute son expérience, et c'est là-dessus que Nantes a eu très mal. D'ailleurs Adrien Rabiot je sais plus si c'est lui qui marque le but hors jeu ou pas, ou si c'est Gouiri, je crois que c'est Rabiot qui marque le but hors jeu dès le début de match, où tu sens en fait que c'est bien Nantes, le pressing haut, ça apporte du spectacle, c'est dimanche soir, c'est 21h, c'est football Brésil, il faut y aller, mais quand tu travailles pas ça, parce que c'est la première fois qu'on voit Nantes faire ça de la saison, quand tu n'as pas le temps de le travailler, eh bien c'est complètement désorganisé, notamment derrière il y a un boulevard entre la défense et le milieu, Rabiot avec toute son intelligence il se positionne là, et derrière à chaque fois que Marseille en fait sortait du pressing nantais, c'était occasion ou situation chaude pour l'OM. J'en ai une en tête où justement il me semble que c'est Gouiri qui passe à rien en taclant de mettre le ballon dans la surface suite à une erreur de lecture et une apathie totale de Jean-Charles Castelletto. Il y a eu ce but du coup refusé pour un chouïa de hors-jeu, donc dans ma tête c'est comme s'il y avait le but parce que la défense nantaise est dépassée sur le coup, et le hors-jeu il se joue vraiment je crois que c'est à peine un pied, donc là à ce niveau là c'est de la chance de ne pas concéder ce but là, mais à ce moment là Antoine Comboiré aurait dû réajuster sa composition pour essayer de réorganiser tout ça. Moi je maintiens que si tu sais que Moses Simon ne fait pas le pressing, essaye de faire un truc en demandant à Simon dans ces cas là de rester un peu plus bas, quitte à mettre un Leroux un petit peu plus dans l'entrejeu, qui peut être justement dans la zone où Rabiot venait décrocher, enfin voilà, essayer de faire quelque chose pour corriger tout ça. Parce que Marseille il se procurait des grosses occasions, et en fait je crois que pendant tout le match je me suis dit que Nantes allait perdre, même s'il y a eu des occasions, mais je sais pas, j'y ai jamais cru en fait. Voilà, c'était comme un mirage pour moi de voir Nantes jouer comme ça, parce que je savais que ça pouvait pas être travaillé depuis longtemps, et je sentais que c'était désorganisé, que les Nantais se cramaient beaucoup aussi. Résultat, à la fin du match, il y a quand même 75% de possession pour l'OM, ce qui est quand même pas beaucoup pour Nantes, 25% seulement pour Nantes. Néanmoins, une
stat qui prouve quand même que Nantes a eu des situations. Je crois que c'est 27 ballons touchés par l'OM dans la surface contre 23 pour Nantes. Donc au vu de la possession, c'est vrai que Nantes, avec ses 25% seulement de possession, a su être quand même assez souvent dans la surface marseillaise, là où l'OM, on n'a pas eu à faire non plus un OM des grands soirs, a eu du mal notamment dans sa dernière passe ou dans ses ou l'avant-dernière passe. En tout cas, l'OM dans les derniers gestes n'a pas été si précis que ça. Néanmoins, Nantes a persisté. Il y a eu une deuxième clé dans ce match, c'est les changements. Antoine Kombouaré sort Mathis Ablin et Moses Simon. Les deux d'un coup, il fait rentrer Elia et Mostafa Mohamed. Là où l'OM fait aussi des changements décisifs. Valentin Rongier, notre ancien chouchou à la Beaujoire formé au FC Nantes, qui va nous faire très mal. Parce que Greenwood, qui aura été collé par Nicolas Pallois pendant tout le match, Pallois qui jouait très proche de Greenwood pour l'empêcher de se retourner, et bien à un moment l'anglais il va comprendre, il va décrocher, du coup Pallois le suit, il se fait complètement absorber, Pallois se retrouve à 40 mètres de son but. Quand Pallois est loin de ses cages, c'est quand même plus simple de le passer. Greenwood l'a compris, donc il parvient plus facilement à se retourner, à accélérer. D'ailleurs, il donne un super ballon un peu en piqué à Valentin Rongier qui, avec énormément de calme, va servir à Mingouri en toute intelligence, qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 donc pour l'OM à ce moment-là. Une défense nantaise qui aura très mal joué le coup, même si, il faut le dire, ce but aurait dû être refusé parce que Amine Gouiri, qui est pressé par Seydou Sow avant de recevoir la passe de Valentin Rongier, va littéralement pousser Seydou Sow comme ça. Du coup, le Guinéen va s'écrouler au sol. Donc forcément, Amine Gouiri se retrouve seul de tout marquage et peut donc inscrire le but. Alors je ne vais pas parler d'arbitrage, je n'ai pas envie de rentrer justement dans le jeu et dans le piège tendu un peu par les Marseillais qui ont fait de la pression sur l'arbitrage une stratégie sportive. Je trouve que ça ne sert pas l'éthique d'un grand club, en tout cas à mes yeux, et j'ai donc pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je vais partir du principe que c'est surtout une erreur défensive nantaise, et à ce moment-là, je sentais que Nantes allait prendre un but, donc si ce n'était pas sur cette phase-là, ça aurait été peut-être plus tard. Bon, en tout cas, je ne sais pas si le pressing fait par Pablo Longoria a fonctionné et a suffi à mettre la pression sur Madame Frappard ou les arbitres VAR pour ne pas siffler cette faute qui me semble quand même assez évidente. Mais bon, je ne vais pas remettre en cause l'intégrité morale des arbitres, bien loin de moi cette idée. Je trouve d'ailleurs que toutes les polémiques actuelles sur l'arbitrage n'ont pas lieu d'être. Il faut arrêter tout ça. Là, j'ai vu encore hier Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, s'en prendre quasiment physiquement à un arbitre. Je sais pas ce qui se passe là en ce moment, mais c'est pas comme ça qu'on va servir la cause du football français. Donc il faut rapidement se reconcentrer sur les performances de sa propre équipe. Et c'est ce que je vais faire pour parler du coup du FC Nantes, qui à ce moment-là va complètement sortir de ce match. Donc à 1-0, évidemment, le plus dur est fait pour l'OM. Et Pallois va continuer un peu dans ses erreurs. C'est-à-dire que Pallois, c'est bien de chercher haut Mason Greenwood. Mais l'anglais a fini par comprendre, et il s'est servi de ça pour complètement absorber Pallois, à tel point que sur les deux buts marseillais finalement, Pallois est passé à 30 ou 40 mètres de ses buts au moins, donc forcément derrière ça crée un déséquilibre en défense, et Marseille va marquer là-dessus. Le deuxième but, c'est notamment Mason Greenwood avec deux contres favorables qui va parvenir à tromper Anthony Lopez d'une finition incroyable, le petit filet pour le D0, donc ça je crois que c'est à peine 6 ou 7 minutes après l'ouverture du score, donc on comprend à ce moment là que ça y est, les espoirs nantais sont complètement douchés, que Louis Leroux a notamment eu une occasion en première mi-temps et qu'il va peut-être regretter parce que il aura su semer la zizanie plusieurs fois dans la surface marseillaise, et là il aura buté sur Geronimo Rulli en début de seconde mi-temps, et là on se rappelle de toutes ces occasions là et on se dit que Nantes regrette peut-être un petit peu son manque de réalisme, parce que parfois il y avait vraiment des très gros coups à jouer, et finalement Nantes n'a pas eu de très grosses occasions non plus, parce que je trouve que dans les derniers gestes, comme je l'ai dit, ça a manqué parfois de tranchant, ça a manqué de lucidité, et donc Nantes regrette certainement ça, parce que si Nantes avait mené au score, certainement qu'il y aurait eu bloc bas, et peut-être qu'on n'aurait pas concédé ces deux buts là, qui sont sur des phases où Nantes est complètement désorganisée en défense, et il y a pas mal d'espace pour les attaquants marseillais, et notamment Greenwood, qui n'en demandait pas tant pour pouvoir faire très mal aux Nantais. Greenwood qui aurait été en difficulté pendant quasiment tout le match, et qui sur la fin de match aura été bon, là où Pallois aura été bon quasiment pendant tout le match, et sur la fin de match aura été moins bon. C'est un petit peu le duel du match, Greenwood contre Pallois, c'est un petit peu ce qui peut résumer la rencontre des Canaries. Donc voilà.
Mes tops et mes flops, vous êtes habitués. Alors, top numéro 1 du match côté nantais, Louis Leroux. J'ai pas peur de le dire. La semaine dernière, je l'avais déjà mis parmi les tops, même si pour moi le meilleur joueur c'était Douglas Augusto. Là, c'est Louis Leroux quasiment sans conteste. Alors, ça se jouait avec Nicolas Palois, mais avec les 2 erreurs à la fin de Nicolas Palois qui se fait absorber 2 fois de la même manière, c'est difficile de le laisser parmi les tops. Donc voilà, Leroux, je crois qu'il dispute 6 duels, il en gagne 4. Beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Une grosse occasion qui va se procurer tout seul sur un crochet et après une frappe sur Geronimo Rulli, un double contact petit pont suivi d'un autre petit pont de Moses Simon. Bref, le côté gauche Louis Leroux, Moses Simon sera certainement une des seules satisfactions de la rencontre côté nantais, ce qui fait que le test Vélodrome est passé pour Louis Leroux. Maintenant on se demande où il va s'arrêter. Je pense vraiment que Nantes tient un énorme crack et que c'est possible qu'on le voit jusqu'à la fin de saison. En tout cas, je trouve qu'il apporte déjà beaucoup à cette équipe. Autre top que je vais nommer, ça va être Pedro Chirivella, qui au milieu de terrain aura donné le tempo, aura beaucoup contribué au pressing. Je l'avais déjà dit avant sa suspension, ces 2 matchs précédents avaient été vraiment plutôt bons, où il avait été un peu au-dessus du lot. Le match face à Reims où il a été très bon, c'est peut-être ça le déclic, c'est le moment où il a été absent et où il est revenu. Là on retrouve un capitaine, c'est le mot. Donc voilà, Pedro Chirivella vraiment plutôt précieux. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la première mi-temps de Francis Coquelin qui est malheureusement sorti sur blessure parce qu'il a peut-être un peu trop fait d'efforts parce qu'on sait que c'est un joueur assez fragile physiquement qui retrouvait le haut niveau et commençait au Vélodrome avec autant de courses. C'est pas forcément très bien pour le corps, on l'a vu, il est sorti à la mi-temps, mais sa première mi-temps était plutôt bonne, notamment dans l'agressivité, et il était un peu omniprésent. Donc voilà, mention honorable pour Coquelin qui a été remplacé par Amiens à la mi-temps, Kelvin Amiens, qui nous aura livré une nouvelle fois une prestation plutôt médiocre, on peut le dire, une entrée en jeu vraiment très limitée. Deuxième top côté nantais, Seydou Sow. Alors j'aurais voulu mettre Nicolas Palois parce qu'en fait les deux joueurs de la charnière nantaise, Sow et Palois, ont été des tops au moins jusqu'à la 70e, et les erreurs de Palois font que je suis obligé de l'enlever de ce classement là. Là où je vais garder Seydou Sow quand même, qui effectivement pour moi subit une faute sur le premier but de Marseille, mais qui par contre sur le reste du match aura été plutôt bon dans ses duels, assez solide. Je trouve vraiment que c'est un bon défenseur, Seydou Sow. Oui, je le trouve solide dans les duels, je le trouve assez costaud. Enfin voilà, il a vraiment fait un match sérieux au Vélodrome hier soir. Donc voilà, Seydou Sow, félicitations à lui. Je trouve vraiment que c'est la bonne surprise de ce mercato hivernal côté nantais. Et puis donc voilà, Chirivella, Louis Leroux et Seydou Sow parmi les tops. Et puis là, parmi les flops, je vais me libérer d'un poids qui me pèse. Jean-Charles Castelletto, une apathie totale. J'en ai marre de le voir à tous les matchs. Je le dis parce que je trouve que c'est un joueur qui représente la faiblesse mentale de cette équipe. C'est un joueur qui a besoin de changer d'environnement, qui a besoin de changer de club. Il n'y arrive pas à jouer le maintien avec Nantes, il n'y arrive pas à subir la pression de tout un stade, à subir la pression de jouer en Ligue 1. Il nous cause 20 pénaltys tous les ans. Pour vous dire, il a quand même démarré la saison avec le brassard de capitaine. Au bout de 2 mois, il l'avait perdu. Il était envoyé en réserve pour des problèmes de comportement. Il était, il nous a coûté des pénaltys dans les moments où Nantes était en train de prendre des points en début de saison. C'est lui qui nous coûte très cher face à Angers, face à Saint-Etienne, le contre son camp face à Reims, le penalty encore la semaine dernière. À tous les matchs, il nous fait le coup. Là aujourd'hui, je lui reproche beaucoup d'apathie défensivement. Je le trouve toujours spectateur du jeu plutôt que acteur. C'est ce qui me dérange. Donc voilà, Jean-Charles Castelletto parmi les tops. Marcus Coco, c'est le même combat, le même constat. Ce serait bien qu'il change de club, qu'il change d'environnement. Là, il était censé être à un poste où il devait performer un maximum. Alors, il a essayé défensivement de corriger certaines erreurs, notamment de Castelletto, avec des retours défensifs où on l'a vraiment plus vu latéral que piston. Alors, je pense qu'il aurait aimé jouer peut-être un petit peu plus haut, mais bon, le peu de fois où il est monté, ça n'a pas été bon. Et Anthony Lopez, dernier top, sans aucune hésitation. Le but qu'on prend hors jeu en début de match, pareil, il est là, il regarde le ballon rentrer dans son but, il dit oh merde, 0. Quand tu as un salaire aussi élevé que celui que tu as quand tu as 34 ans, quand tu es un gardien mythique de Ligue 1, on t'a laissé 3 mois pour reprendre le rythme. C'est entre Monaco, alors la semaine dernière c'est bien, tu nous sors la double parade qu'il faut en fin de match pour nous préserver le score, mais bon, ça fait 3 mois que tu es au FC Nantes, je trouve que ça fait 3 mois que Nantes est un petit peu mieux dans le jeu et il n'y a toujours aucun clean sheet, et je trouve qu'il est trop facilement battu, Anthony Lopez. Donc ce soir c'était l'occasion de le mettre parmi les flops. Je le fais pas souvent, mais je le mets parce que il en prend quand même 3 ce soir, alors que Marseille n'a pas non plus tant de ballons que ça à jouer. Il en prend 3.
Bon, je compte le but hors jeu, hein. Bon, c'est quand même à mettre à son crédit. Alors certes, je pense qu'il peut rien faire sur le but de Greenwood. Maintenant, sur le tout premier but de Marseille hors jeu, où je le vois, il reste apathique. Enfin voilà, j'ai besoin qu'il prouve un peu plus son caractère. C'est dans ces moments-là où Nantes souffre qu'on s'attend à voir un Anthony Lopez qui donne de la voix, qui s'élève et qui aide les Nantais autant par la voix que par les performances. Voilà, je trouve qu'il a du mal encore à assumer ce statut-là. Alors c'est un joueur qui n'a pas joué de toute la partie de saison, faut le dire aussi. Mais bon, je suis globalement déçu par Anthony Lopez pour le moment, même si ses débuts étaient plutôt corrects. Là, je trouve que son mois de février, il est vraiment pas bon du tout. Donc voilà pour les flops. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.